Un millionnaire voit une sans-abri s'occuper de 3 bébés, et ce qu'il découvre le fait fondre en larmes. Pierre Delaunay déambulait lentement dans les rues animées du 11e arrondissement de Paris, un manteau de laine sombre soigneusement boutonné, contrastant avec le désordre discret de sa chevelure légèrement ébouriffée. Le dîner de gala auquel il venait d'échapper par une excuse mal formulée bourdonnait encore dans sa mémoire. Des vers tintants, des rires mécaniques, des conversations d'affaires habillées de faux charme. Fils de la lignée Delaunay, fondateur d'une célèbre chaîne hôtelière répartie dans plusieurs continents, Pierre vivait à l'ombre d'un héritage dont il ne savait plus s'il le subissait ou l'honorait. À 36 ans, il n'avait jamais eu le luxe de se demander ce qu'il voulait vraiment. Ce soir-là, il n'en pouvait plus de toutes ses obligations mondaines, de ses regards qui cherchèrent son nom avant son visage. Les trottoirs étaient encore humides de la pluie fine qui était tombée plus tôt dans la soirée, donnant au pavé un éclat presque argenté sous les réverbères. L'air avait cette fraîcheur de fin d'hiver, une brise fine qui pénétrait jusque sous les cols et rappelait à chacun qu'il était encore trop tôt pour se dévêtir du froid. Pierre n'avait pas de destination précise. Il cherchait seulement un coin de la ville où il ne serait personne, où le nom Delaunay n'ouvrirait ni porte ni sourires intéressés. Il marcha ainsi pendant de longues minutes, les mains dans les poches, esquivant les passants pressés, traversant les rues comme un fantôme dans une ville qui ne l'attendait pas. Il tourna à gauche sans y penser, s'enfonçant dans une ruelle calme, presque oubliée par la frénésie parisienne. Là, il s'arrêta net. À une dizaine de mètres de lui, adossée à la façade crayeuse d'un vieil immeuble, une jeune femme était assise sur le sol, emmitouflée dans une accumulation de couvertures élimées. Ce n'était pas sa présence seule qui le figea, mais ce qui l'entourait, 3 nourrissons profondément endormis, chacun blotti contre une partie de son corps comme s'ils formaient un seul organisme vivant. Le contraste entre la misère de leur situation et la sérénité de leur sommeil frappa Pierre en plein cœur. Il resta immobile, pris d'une gêne soudaine, presque honteux d'avoir posé les yeux sur eux. Mais il ne pouvait pas détourner le regard. L'image était trop forte, trop incongrue. Paris, avec toute sa grandeur et ses lumières, avait laissé cet îlot de fragilité prospérer dans une ruelle oubliée. La jeune femme leva les yeux. Pierre, surpris, fit un léger mouvement de recul, mais leurs regards se croisèrent et il sentit une tension étrange s'installer dans sa poitrine. Ses yeux étaient d'un brun intense, mais c'était autre chose qui le frappa. Une lucidité, une conscience aiguë, comme si elle l'avait vu venir depuis longtemps. Aucun mot ne fut échangé. Il ne s'avança pas, elle ne parla pas. Le silence entre eux était dense, presque palpable. Puis Pierre détourna les yeux et reprit sa marche, le cœur alourdi par une émotion qu'il ne savait nommer. Il ne regarda pas en arrière, mais toute la nuit, dans le confort de son loft, surplombant la scène, cette image le hanta. Le visage de la jeune femme, les enfants dormant, la façon dont elle avait levé les yeux sans peur, sans supplication. Ce n'était pas la détresse qu'il avait vue dans ce regard, mais une sorte de calme autorité. Le lendemain, il se leva plus tôt que d'habitude. Il avait mal dormi, les souvenirs de la scène dans la ruelle ayant tourné en boucle dans son esprit. Il tenta de reprendre sa routine, café noir, revue de presse, appel avec le directeur général d'un des hôtels à Barcelone, mais rien ne réussit à le recentrer. En fin de matinée, il se retrouva dans une boutique de quartier, achetant mécaniquement des produits pour bébé, petits pots, couches, couvertures. Il ajouta aussi quelques vêtements simples, neutres. Il demanda un grand sac de toile pour tout ranger, paya sans un mot et sortit. Cette fois, il savait exactement où il allait. Il retourna dans la même ruelle, à la même heure que la veille. Elle était toujours là. Même position, mêmes enfants, même couverture. Quand il s'approcha, elle releva les yeux à nouveau, sans surprise. Il s'accroupit lentement, posant le sac près d'elle, sans le lui tendre directement. Elle le regarda, puis le sac, puis à nouveau lui. « Ce n'est pas de l'argent, dit-il doucement, juste des choses utiles. Pour eux. » Elle ne répondit pas immédiatement. Ses traits étaient fins, mais marqués par la fatigue et le froid. Pourtant, rien dans son expression n'évoquait le désespoir. Il y avait une force tranquille dans sa manière d'être là, immobile mais éveillée à tout. « Merci », finit-elle par dire, mais pas de photo, et pas un mot à personne. Pierre hocha la tête. Il sentit qu'il ne devait pas insister, qu'un
Mot de plus gâcherait cette trêve naissante. Il resta encore un peu, assis sur le trottoir à une distance respectueuse. Aucun des bébés ne pleura. L'un d'eux remua un peu, frottant sa joue contre le bras de la femme. Elle ajusta la couverture d'un geste tendre, presque maternel. Pierre observa ce geste avec un mélange de respect et de questionnement. Quand il se leva pour partir, elle murmura quelque chose qui le glaça sur place. « Ils ne sont pas mes enfants. » Il tourna lentement la tête vers elle. Elle le regardait toujours, comme si cette révélation n'avait pas besoin d'être expliquée. Il sentit son cœur s'emballer. Pourquoi alors était-il là, blotti contre elle comme s'il la connaissait depuis toujours? Qui était-il? À qui était-elle? Il repartit sans poser de questions. Mais il savait déjà qu'il reviendrait. Il devait comprendre. Le lendemain, Pierre retourna dans la ruelle avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le ciel était d'un gris terne, menaçant de pluie, mais il n'y prêta aucune attention. Dans son sac, il avait mis des lingettes, des gants, quelques flacons de sérum physiologique et 2 thermos, l'un rempli de soupe chaude, l'autre de tisane. Mais plus que le contenu du sac, ce qu'il transportait était un besoin sourd de comprendre. La phrase de la veille tournait encore dans son esprit « Ils ne sont pas mes enfants ». Il avait entendu ces mots comme on reçoit une gifle inattendue. Il ne savait pas encore pourquoi cela le bouleversait autant, mais il ne pouvait plus l'ignorer. Lorsqu'il arriva, elle était là, à la même place, avec les 3 bébés autour d'elle, comme la veille. Elle caressait doucement les cheveux, de l'un d'eux, ses gestes d'une tendresse naturelle, presque instinctive. Aucun d'eux ne pleurait, malgré le froid humide qui imprégnait l'air. Pierre s'approcha lentement, s'arrêtant à la même distance qu'avant. Elle leva les yeux dès qu'il fut à portée. Son regard, encore une fois, ne montrait ni peur ni supplication. Il était direct, ancré, presque défiant. « Bonjour », dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Il s'accroupit, posa le sac, à terre et sortit lentement le thermos de soupe. « Je me suis permis de vous apporter quelque chose de chaud. » Elle le fixa quelques secondes, puis tendit la main, lentement, prenant le thermos sans dire un mot. Elle enleva le bouchon, huma légèrement l'arôme, puis servit un peu dans le gobelet métallique. Elle but une gorgée, puis baissa les yeux vers les bébés. « Merci. » Pierre resta silencieux, observant les traits de son visage. Elle était jeune, sans doute pas encore trentenaire, mais ses traits portaient les marques de nuit sans sommeil, d'inquiétude constante, d'un quotidien sans répit. Ses mains étaient rougies par le froid, ses ongles courts et propres, ses cheveux attachés en un chignon rapide qui laissait échapper quelques mèches rebelles. Ce n'était pas une marginale, dans le sens où il l'entendait. Il y avait, chez elle, une retenue, une forme de discipline silencieuse. « Je m'appelle Pierre », dit-il, tentant de relancer la conversation. Elle leva les yeux à nouveau, mais cette fois, ses pupilles semblèrent s'assombrir, comme si ce prénom trop ordonné, trop bourgeois, éveillait un instinct de défense. « Élodie », répondit-elle après un moment. Il répéta son prénom, à voix basse, comme pour s'assurer qu'il le prononçait correctement. Élodie, cela lui allait. Un prénom simple, sans fioriture, mais doux et solide à la fois. « Je ne suis pas ici pour vous déranger », ajouta-t-il. « Mais ce que vous avez dit hier, que ces enfants ne sont pas les vôtres. » Élodie détourna le regard, fixant un point vague au loin, au-delà des murs humides de la ruelle. « Ce n'est pas important, » murmura-t-elle. « Pour moi, si, » dit-il, avec douceur. « Vous êtes ici, avec eux, vous les protégez, vous les nourrissez, et pourtant vous dites qu'ils ne sont pas à vous. Alors pourquoi ?» Elle le regarda de nouveau. Cette fois, son visage s'était durci légèrement. Pas de colère, mais une tension. Elle n'aimait pas les questions. Elle n'aimait pas devoir expliquer ce qui, pour elle, était évident. « Ce monde n'a pas été fait pour eux, » dit-elle, lentement, mais encore moins pour moi. Alors on se tient chaud, voilà tout. Cette réponse sibylline ne fit qu'épaissir la brume dans l'esprit de Pierre. Il sentait qu'il ne fallait pas insister, qu'elle pourrait se refermer définitivement. Pourtant, il brûlait d'envie de savoir d'où venaient ces enfants. Pourquoi elle? Pourquoi ici? « Vous êtes toute seule ?» demanda-t-il d'une voix prudente. Maintenant, oui. Elle regarda l'un des bébés, un petit garçon au visage rond, et ajusta sa couverture. Puis elle leva de nouveau les yeux vers Pierre. « Vous voulez vraiment aider? Alors, ne posez pas de questions. Donnez ce que vous pouvez. Et surtout, n'en parlez à personne. » Pierre acquiesça lentement.
Il comprenait désormais que la confiance d'Élodie ne se gagnait pas avec des mots, encore moins avec de l'argent. Il restait là, assis à quelques mètres, les mains jointes, regardant les passants qui s'étonnaient parfois de le voir ainsi, en costume, installé sur le trottoir auprès d'une femme et 3 nourrissons. Mais il s'en moquait. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait à sa place, même si cette place était inconfortable, même si elle le mettait face à des réalités qu'il avait toujours évitées. « Vous avez toujours été à Paris ?» demanda-t-il, essayant une autre approche. Elle secoua la tête, un bref mouvement. « Non, mais c'est ici que j'ai fini. »« Fini ?»« Oui. On finit toujours quelque part. » Pierre ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Le silence revint, mais cette fois il n'était pas pesant. Il était rempli de tout ce qu'il n'osait pas encore se dire. Il resta là jusqu'à ce que le ciel devienne plus sombre. Puis il se leva lentement. « Je reviendrai demain, si vous le permettez. » Elle haussa les épaules, mais ne dit pas non. Et cela suffit à Pierre pour continuer. Le 3e jour, Pierre se leva avant l'aube sans même attendre le réveil. Il avait passé la nuit à revisiter les détails de ses échanges avec Élodie, chaque mot, chaque regard, chaque silence. Il savait qu'il avait franchi un seuil intérieur, une sorte de point de non-retour, bien qu'il n'en mesurât pas encore toutes les conséquences. Sa vie de fils de famille, faite de privilèges et de responsabilités programmées, lui semblait soudain bien lointaine. Ce matin-là, il ne chercha pas à s'habiller selon les codes auxquels il s'était toujours plié. Il choisit un pantalon simple, un pull de laine et un manteau épais. Il prit un taxi, descendit plusieurs rues avant d'arriver au point de rendez-vous improvisé qu'il ne partageait avec personne. Dans le grand sac qu'il portait, il y avait de quoi nourrir les enfants pendant plusieurs jours. Petits pots, compotes, lait infantile, biberons stériles, cuillères en plastique, ainsi que des vêtements chauds soigneusement choisis, des bodies, des pyjamas en coton, de petites chaussettes colorées. Il avait ajouté des couvertures neuves, épaisses, des serviettes, quelques crèmes pour peau sensible, des lingettes, mais plus encore, il apportait avec lui un sentiment nouveau, un besoin de s'impliquer, de faire quelque chose de concret. Quand il tourna dans la ruelle, Élodie était debout, en train de border l'un des bébés qui pleurait doucement. Les 2 autres dormaient encore, blottis l'un contre l'autre. À son approche, elle releva la tête. Il lut aussitôt dans ses yeux une forme d'alerte contenue, un mélange de prudence et de lassitude. Il s'arrêta à bonne distance, ne voulant pas briser l'équilibre fragile de leur relation naissante. « Bonjour », dit-il avec douceur. Elle répondit d'un simple mouvement de tête. Il s'approcha un peu, posa le sac au sol et l'ouvrit, laissant entrevoir le contenu. « Je vous ai apporté ce que j'ai pu trouver. De la nourriture pour les petits, des vêtements, des couvertures propres. Rien de trop voyant. Rien qui attire l'attention. » Élodie regarda brièvement le contenu, puis le referma sans un mot. Son silence ne ressemblait pas à de l'ingratitude, mais plutôt à une volonté de ne pas montrer trop d'émotion, de ne rien devoir à personne. Pierre s'assit à côté, en silence, respectant son rythme. Après plusieurs minutes, elle parla enfin. « Je prends ce que je peux utiliser, mais pas d'argent et pas de promesses. »« Aucune promesse, répondit-il. Je ne suis pas venu pour ça. » Elle sortit un petit pot du sac, l'ouvrit, goûta prudemment, puis commença à nourrir l'un des bébés avec lenteur et précision. Le geste était d'une tendresse extrême, presque ritualisée. Pierre la regardait faire, fasciné par la douceur avec laquelle elle s'occupait d'eux, comme si chaque geste était une forme de protection, une barrière invisible contre la brutalité du monde. « Vous les aimez, » dit-il, presque involontairement. Elle leva les yeux vers lui, non pas surprise, mais comme si elle pesait le sens de cette affirmation. « Je les garde vivants. C'est tout ce que je peux faire. C'est déjà énorme. » Elle détourna le regard, continuant à nourrir l'enfant. Puis, comme poussée par un élan qu'elle ne contrôlait pas totalement, elle ajouta « Je ne veux pas qu'ils deviennent invisibles, comme moi. » Ce fut la première fois qu'elle parla d'elle-même avec tant de clarté. Pierre ressentit un frisson. Derrière cette phrase, il y avait un monde de douleur, de renoncement, de silence encaissé. Il comprenait que chaque mot qu'elle lui offrait était une victoire sur sa méfiance, une brèche ouverte dans la forteresse de solitude qu'elle avait bâtie autour d'elle. Les jours suivants, Pierre revint, toujours avec quelque chose. Il ne posait plus de questions. Il écoutait, observait, participait en silence. Un matin,
Il lui proposa de lui apprendre à utiliser un vieux téléphone portable qu'il avait désactivé pour qu'elle puisse écouter de la musique. Elle refusa d'abord, mais accepta finalement, à condition qu'il n'y ait pas de carte SIM ni caméra. Il respecta sa demande. Ensemble, ils écoutèrent une symphonie de Debussy, assis sur le trottoir, entre deux cris d'enfants. Peu à peu, une forme de routine s'installa. Élodie acceptait son aide sans jamais l'encourager. Elle lui parlait parfois de ses nuits, de la peur constante d'être expulsée, des regards hostiles ou fuyants des passants. Pierre lui racontait son enfance dans des écoles privées, ses souvenirs flous de parents toujours absents, ses étés passés dans des hôtels 5 étoiles où il se sentait souvent plus seul qu'à Paris. Étonnamment, leurs univers, que tout semblait opposé, trouvaient des points de contact inattendus. Le luxe sans amour et la pauvreté sans indifférence se rencontraient dans cette ruelle étroite. Un soir, alors que la lumière déclinait et que les réverbères projetaient sur le mur des ombres allongées, Pierre lui demanda pourquoi elle avait accepté son aide. Elle resta longtemps silencieuse, puis répondit d'une voix presque imperceptible. « Parce que vous ne m'avez jamais demandé pourquoi. » C'était sans doute la chose la plus vraie qu'on lui ait dite depuis des années. Et ce soir-là, alors qu'il s'éloignait dans les rues calmes, Pierre sut que quelque chose en lui venait de changer pour de bon. Les jours se succédaient et chaque matin, Pierre retournait dans cette ruelle du 11e arrondissement comme on revient à un lieu sacré, un espace suspendu où les lois habituelles du monde semblaient ne pas s'appliquer. Il ne se posait plus la question de ce qu'il faisait là, ni pourquoi il s'éloignait un peu plus à chaque visite de tout ce que son nom représentait. Il ne parlait plus à ses collègues, ne répondait que vaguement à ses parents, prétendant être en voyage d'affaires prolongé. Il passait ses journées à préparer les choses qu'il amènerait à Élodie, réfléchissant à ce qui pourrait faciliter un peu plus sa vie sans jamais dépasser les limites qu'elle avait imposées. Un après-midi particulièrement froid, alors que les nuages gris pesaient sur Paris comme une couverture trop lourde, Pierre arriva avec un vieux parapluie à armature renforcée. Il le lui tendit sans un mot. Élodie l'ouvrit, le regarda, quelques secondes, et le planta dans le sol, l'orientant de façon à couvrir le mieux possible les 3 enfants endormis. L'un d'eux avait un léger rhume, et elle le veillait depuis l'aube, les yeux cernés mais toujours vigilants. Pierre s'assit à sa place habituelle, le dos contre le mur. Il ne parla pas immédiatement. Le silence était devenu leur mode de communication par défaut, un espace respectueux dans lequel chaque parole avait du poids. Ce jour-là, pourtant, quelque chose changea. Élodie, les yeux fixés sur la ville invisible au-delà des murs, se mit à parler d'une voix calme, presque mécanique, comme si elle récitait une histoire 1000 fois répétée dans sa tête. J'étais infirmière, service pédiatrique, hôpital Necker. J'y suis resté 6 ans. Au début, c'était tout ce que je voulais. Prendre soin des enfants, être utile. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Un petit appartement à Ivry, un vélo, quelques livres. Je travaillais beaucoup, mais ça ne me dérangeait pas. Pierre la regardait sans l'interrompre. Elle parlait, sans émotion apparente, mais sa voix tremblait à peine, un frisson à la limite de l'audible. Un jour, un bébé est mort. Il avait à peine 3 mois. Complications respiratoires. Rien n'a été fait à temps. Pas de médecin. Les alertes qu'on avait lancées sont restées sans réponse pendant des heures. Et puis c'était trop tard. J'ai voulu comprendre, j'ai demandé des comptes, j'ai signalé les absences, les mauvaises décisions. Mais au lieu d'écouter, ils ont cherché à se couvrir. Elle s'arrêta, regardant le sol, ses mains posées sur ses genoux. Elle se frottait les doigts, comme si elle essayait de faire disparaître une trace invisible. On m'a convoqué, accusé d'insubordination, puis mis à pied. 1 mois plus tard, licencié pour faute grave. J'ai contesté, j'ai tenté une action, mais je n'avais pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Je croyais que la vérité suffisait. Je croyais qu'ils reconnaîtraient l'erreur, mais j'étais naïve. Pierre, les mains jointes, restait silencieux. Il avait entendu, dans les sphères feutrées de son monde, des histoires de licenciements, de conflits d'intérêts, de dégâts collatéraux étouffés sous des accords à l'amiable. Mais jamais racontés avec cette clarté, cette dignité douloureuse. J'ai tenu un moment. J'ai fait des remplacements, quelques gardes de nuit. Mais mon nom circulait. On disait que j'étais une emmerdeuse, une trouble-faite. Personne ne voulait m'embaucher. Mon propriétaire a augmenté le loyer. J'ai tenu 6 mois, puis j'ai dû partir. Elle leva les yeux vers lui. Il y avait, dans ce regard, quelque chose de sec, de nu,
comme une fenêtre ouverte sur une tempête ancienne. J'ai dormi dans des foyers, dans des centres d'accueil, mais ce n'est pas fait pour durer. Trop de violence, trop de regards sales. Un soir, j'ai préféré la rue. C'est ironique, non? Moi qui passais mes nuits à surveiller des incubateurs, à consoler des mères épuisées, je suis devenue celle qu'on évite, qu'on ignore. Elle ne pleurait pas. Il n'y avait pas de sanglots dans sa voix, seulement une fatigue ancienne, une vérité posée là, sans appel à la compassion. « Et ses enfants ?» demanda Pierre, osant enfin une question. Elle secoua la tête. « Pas encore. » Il comprit qu'elle ne voulait pas en parler. Pas encore. Pas aujourd'hui. Il respecta ce refus, comme on respecte la volonté de quelqu'un de garder une cicatrice couverte. Ils restèrent là longtemps, côte à côte. Un léger vent faisait trembler les branches nues des platanes en bordure de la ruelle. Les bruits de la ville leur parvenaient étouffés, comme à travers une paroi d'eau. Pierre sentait qu'un mur venait de tomber. Pas complètement, mais assez pour entrevoir ce qu'Élodie portait en elle. Et cela ne faisait que renforcer son désir de l'aider, sans chercher à la sauver, mais simplement en étant là. Quand il partit, ce soir-là, il ne dit rien. Elle non plus. Mais dans la manière dont elle avait ajusté le parapluie pour qu'il soit bien planté, dans le fait qu'elle n'avait pas refermé le sac qu'il avait apporté, dans la façon dont elle avait prononcé le mot « naïve », sans haine, il comprit qu'il était devenu malgré lui une part de ce fragile équilibre. Pierre avait passé la nuit à ressasser ce qu'Élodie lui avait confié. Son histoire l'avait remué bien plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Il y avait dans ses paroles une lucidité brutale, dénuée de toute recherche de pitié, qui le forçait à reconsidérer la facilité avec laquelle il avait jusqu'alors jugé le monde. Chaque détail qu'elle lui avait donné, le licenciement, l'isolement, la rue, lui avait dessiné une cartographie nouvelle de la souffrance, bien différente de celle qu'il connaissait dans les couloirs aseptisés des hôtels de luxe. Pourtant, malgré cette confession, un point essentiel restait obscur, les enfants. Leur présence, leur silence, leur confiance instinctive en Élodie, tout cela échappait encore à sa compréhension. Il décida alors d'agir, non, pas pour trahir sa confiance, mais pour comprendre ce qu'elle ne pouvait ou ne voulait encore dire. Il commença discrètement. Grâce à ses contacts dans la mairie du 11e arrondissement, il interrogea un ami d'enfance devenu conseiller municipal sous prétexte d'un projet philanthropique qu'il souhaitait développer pour les enfants, en situation de rue. Il obtint, sans trop de difficultés, un rendez-vous au sein d'un service social local. Là, entre deux questions anodines, il glissa l'idée qu'il avait entendu parler de 3 enfants, très jeunes, vus avec une femme dans les rues du quartier, et s'étonnait qu'aucune aide ne leur ait été apportée. Le fonctionnaire lui répondit d'abord avec indifférence, mais à l'évocation de 3 nourrissons ensemble, son attitude changea légèrement. 3 bébés ensemble? Vous êtes sûr? Ce n'est pas courant. On a eu un signalement, il y a quelque temps, une histoire étrange. 3 enfants retrouvés seuls en pleine nuit à la station Oberkampf. Ils avaient été déposés là, enveloppés dans des couvertures. Aucun mot, aucune trace de parents. Ils n'étaient pas maltraités, juste abandonnés. C'était il y a environ 3 mois. Pierre sentit son cœur se serrer. Il se força à rester calme, à hocher la tête comme si l'information était seulement d'ordre général. « Et ensuite ?» demanda-t-il, feignant l'intérêt d'un simple citoyen concerné. « On a lancé une enquête, mais personne ne les a réclamés. Aucun signalement de disparition correspondant. Et puis, pouf, plus de nouvelles. Ils ont disparu, probablement récupérés par quelqu'un avant que la police n'intervienne. Officiellement, l'enquête est toujours ouverte, mais officieusement, elle est enterrée. » Ce qu'il venait d'entendre confirmait un soupçon qui le hantait depuis plusieurs jours. Élodie n'avait pas volé ses enfants, elle les avait trouvés, peut-être même sauvés, mais pourquoi ne pas les avoir amenés aux autorités? Pourquoi s'être cachée avec eux, au risque de mettre tout le monde en danger, y compris elle-même? Il sortit du bâtiment avec une étrange sensation de vertige. Les rues de Paris lui semblaient soudain trop pleines de secrets, comme si chaque visage croisé pouvait cacher une histoire semblable à celle d'Élodie. Il retourna chez lui, la tête bourdonnante, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Le soir même, il se rendit à la ruelle. Élodie était là, comme toujours, entourée des enfants. L'un d'eux babillait doucement, jouant, avec une peluche élimée qu'il avait apportée quelques jours auparavant. Pierre s'approcha lentement, son cœur battant plus vite.
Il s'assit à côté d'elle, gardant les yeux sur les enfants. Puis, après un long silence, il parla. Je suis allé poser des questions. Elle ne répondit pas, mais il sentit son corps se tendre légèrement, comme un animal qui sent le danger. 3 bébés. Gare d'Oberkampf. 3 mois. Aucun. Parents, aucune enquête sérieuse. Personne ne les cherche. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son regard n'était pas fâché. Il était triste, fatigué, résigné. « Je savais que vous finiriez par chercher, dit-elle simplement. Je devais comprendre. Pourquoi vous? Pourquoi eux ?» Élodie regarda les enfants, puis fixa un point invisible devant elle. « Je les ai trouvés. Une nuit. Je marchais, je ne dormais plus depuis 2 jours. Je passais devant la station et j'ai entendu un son. 3 petits bruits. Comme des oiseaux pris dans un sac. J'ai regardé dans l'escalier. Ils étaient là, alignés. L'un d'eux avait de la fièvre. Un autre ne bougeait presque plus. J'ai attendu. Longtemps, pensant que quelqu'un viendrait. Personne n'est venu. Alors je les ai pris. » Pierre ferma les yeux quelques secondes. L'image que ces mots évoquaient était insoutenable. 3 nourrissons abandonnés dans une station de métro, livrés au hasard, à la nuit, à l'indifférence. « Pourquoi ne pas les avoir amenés à la police ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Parce que je sais ce qui arrive à des enfants comme eux, » répondit-elle, les yeux brûlants d'une colère froide. Placement temporaire, foyer surchargé, séparation. Ils seraient devenus des numéros dans un système qui les broie. Ensemble, ils ont une chance, une chaleur, un lien. Elle s'arrêta, posant la main sur la tête d'un des petits qui s'était endormi. « Je n'ai pas le droit, je sais, mais je n'ai pas pu faire autrement. » Pierre sentit une boule dans sa gorge. Il savait qu'elle disait vrai. La loi aurait pu reprendre ses enfants, les placer dans des structures saturées, les séparer, effacer tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire avec elle. Mais ce qu'elle avait fait, aussi illégal que cela puisse paraître, était profondément juste. « Vous les aimez, dit-il de nouveau. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Plus que ma propre vie. » Pierre ne dormit presque pas cette nuit-là. Les paroles d'Élodie tournaient dans sa tête comme un manège impossible à arrêter. Il s'était longuement allongé sur son lit, le regard fixé au plafond de son appartement impeccable, incapable de trouver une position qui apaiserait son esprit. Il avait tenté de lire, de se distraire, mais rien n'avait pu effacer l'image d'Élodie tenant l'un des bébés contre elle, le regard farouche, les mots simples et douloureux. « Je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas pu faire autrement. » Ces mots l'avaient bouleversé plus que tout ce qu'il avait entendu dans sa vie. Ils l'obligeaient à regarder au-delà des lois, au-delà des principes appris dans les écoles d'élite, au-delà des règles de bienséance qui gouvernaient le monde auquel il appartenait. Il se retrouvait face à un dilemme sans échappatoire. Que valait la justice si elle trahissait l'humanité? Le lendemain, il retourna la voir avec une nouvelle tension dans les gestes. Il marchait plus vite, respirait plus lourdement. Lorsqu'il arriva dans la ruelle, Élodie était déjà debout, les enfants emmitouflés assis sur une couverture étendue. L'un d'eux jouait avec un morceau de carton, les autres observèrent les passants d'un air distrait. Pierre s'assit, sans un mot. Il sortit de son sac un thermos de soupe qu'il posa à côté d'elle. Elle le remercia d'un hochement de tête. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, côte à côte, à regarder les enfants sans dire un mot. Puis Pierre brisa le silence. « Je pourrais vous aider à les protéger, officiellement, trouver une solution légale, quelque chose qui permettrait de les garder ensemble avec vous. Mais il faut en parler à quelqu'un, trouver un avocat, exposer votre situation. » Elle secoua la tête immédiatement, sans même le regarder. « Non. Dès que vous les montrez, on vous les prend. Dès qu'ils existent dans le système, ils cessent d'être des enfants. Ils deviennent des dossiers, des responsabilités, des problèmes à gérer. » Pierre prit une inspiration, cherchant les mots justes. « Mais vous êtes seule, Élodie. Vous n'allez pas pouvoir tenir encore longtemps. Et s'il vous arrive quelque chose, et s'il tombe gravement malade, vous n'avez aucune ressource, aucun droit. Je sais. » Elle le dit calmement, comme une vérité acceptée depuis longtemps. Puis elle tourna la tête vers lui, son regard planté dans le sien. « Vous croyez qu'il s'en sortirait un mieux ailleurs, séparé, ballotté de foyer en foyer? Vous croyez qu'il serait plus en sécurité dans un centre où les nourrissons dorment à 10 par chambre, où les puéricultrices changent toutes les semaines? Je l'ai vu, Pierre, j'ai travaillé dans ces lieux. Ce sont des mouroirs affectifs,
Des enfants qui ne pleurent plus parce qu'ils savent que personne ne viendra. Pierre sentit sa gorge se nouer. Il ne pouvait pas contredire ce qu'elle disait. Il n'avait jamais vu ces réalités de près, mais il les devinait justes. Et pourtant, l'illégalité de la situation le taraudait. Il savait que si quelqu'un dénonçait Élodie, si la police intervenait, elle risquait d'être accusée d'enlèvement, de mise en danger d'enfants, voire pire. « Vous risquez gros, dit-il. Très gros. Et eux, ils risquent quoi si je les rends ?» Pierre n'eut pas de réponse. Il savait que la question n'était pas rhétorique. Elle le regardait droit dans les yeux, non pour obtenir une solution, mais pour l'obliger à voir la réalité en face. Elle n'attendait pas qu'il prenne une décision à sa place. Elle voulait qu'il comprenne, que son cœur et sa raison entrent en conflit, comme c'était déjà le cas chez elle depuis 3 mois. « Je n'ai pas la prétention d'être une mère, » ajouta-t-elle après un moment. « Mais je suis ce qu'ils ont. Je suis celle qui les nourrit, qui les berce, qui les rassure quand ils se réveillent en pleurant. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas les aimer. » Pierre détourna le regard, incapable de soutenir son intensité plus longtemps. Il regarda les enfants, leurs visages paisibles, leurs gestes maladroits. Il n'avait rien demandé, rien choisi. Et pourtant, il dépendait entièrement d'une femme rejetée par le système, oubliée par la société. « Je pourrais vous aider autrement, dit-il, la voix plus basse. Trouver un endroit sûr, un appartement, un médecin qui ne pose pas de questions. Vous n'auriez plus à rester ici exposé. » Élodie resta silencieuse. Il voyait que la proposition la tentait, mais que la peur était plus forte. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait construit autour d'eux, avec eux. Un cocon fragile fait de peu, mais assez solide pour les garder ensemble. « Il faut que je réfléchisse, » dit-elle enfin. C'était un début. Le premier fléchissement de cette armure qu'elle portait depuis si longtemps. Pierre le respecta, ne cherchant pas à en dire plus. Il resta encore un moment, puis se leva. Avant de partir, il posa doucement sa main sur l'une des couvertures et murmura « Je reviendrai. » « Demain !» Elle ne répondit pas, mais cette fois elle le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Au fil des jours, la présence de Pierre dans la ruelle devint une habitude, presque un rituel. Il arrivait toujours enfin, de matinée porteur de nourriture, de vêtements ou de petits jouets simples mais choisis avec soin. Il n'était plus un visiteur ponctuel ou un bienfaiteur anonyme. Il faisait désormais partie du décor intime de ce petit campement improvisé, de cette famille de fortune que le hasard et l'instinct avaient forgé. Élodie ne le remerciait plus à chaque fois, mais elle acceptait son aide sans réticence, avec une forme de confiance silencieuse qui valait davantage que des mots. Les enfants commencèrent à le reconnaître. L'un d'eux, un garçonnet aux joues pleines, levait les bras vers lui chaque fois qu'il apparaissait. Une des filles rampait maladroitement pour attraper ses lacets, et l'autre babillait dès qu'il parlait. Pierre apprit à les porter, à les bercer, à deviner leurs besoins d'un simple regard. Il ne leur donnait pas de nom, Élodie non plus, mais chacun avait son caractère, sa manière de pleurer, de rire, de dormir. Le lien entre eux se renforçait de jour en jour, tissé dans la répétition des gestes, dans les silences, partagé, dans la routine précieuse de ceux qui n'ont rien mais partagent tout. Avec Élodie, les échanges devinrent plus profonds. Ils parlèrent de leur enfance, non pas pour comparer, mais pour mieux se comprendre. Pierre raconta ses étés dans les Alpes suisses, les après-midi passés à attendre que son père termine ses réunions pour avoir droit à 5 minutes d'attention. Il évoqua sa mère, absente même lorsqu'elle était présente, et les gouvernantes qui se succédaient au rythme des années. Élodie, elle, parla de sa grand-mère qu'il avait élevée en Normandie, des jeux dans les champs, des goûters simples mais joyeux. Il riait parfois des différences entre leurs mondes, mais surtout, il découvrait des points de rencontre insoupçonnés. Une solitude commune, une enfance volée autrement. Un jour, Pierre arriva avec un petit ukulélé en bois. Il ne savait pas en jouer, mais il avait pensé que les enfants aimeraient le son. Il gratouilla quelques cordes maladroitement, et l'un des bébés éclata de rire, un rire clair qui sembla suspendre le temps. Élodie leva les yeux de son coussin, improvisé et sourit. Un vrai sourire, large, inattendu. C'était la première fois qu'il la voyait ainsi. Et ce sourire resta gravé dans sa mémoire, bien plus profondément que tous les visages croisés dans les salons dorés de son existence passée. Les jours s'étiraient dans une forme de paix étrange. Bien sûr, le danger n'avait pas disparu.
La rue restait un espace de menace constante, entre les contrôles policiers, les passants hostiles, les nuits glaciales. Mais ensemble, ils avaient créé une bulle fragile. Pierre s'étonnait lui-même de la place qu'il avait prise dans cette vie parallèle. Il ne pensait plus à ses affaires, ni aux hôtels, ni aux rendez-vous manqués. Il se surprenait à consulter son téléphone, non pas pour ses emails, mais pour chercher des recettes adaptées au bébé, des moyens de réchauffer des plats sans électricité ou des astuces pour renforcer une tente de fortune. Sa vie d'avant se dissolvait lentement, comme un rêve auquel on cesse de croire au réveil. Un soir, alors que la lumière dorée d'un crépuscule hivernal baignait la rue de teintes chaudes, Pierre resta plus longtemps que d'habitude. Il avait apporté un petit réchaud de camping et avait réussi avec prudence à chauffer une soupe. Élodie et lui mangèrent à même les gobelets, les enfants dormant roulés contre eux. Après quelques instants de silence, elle parla. « Vous pourriez partir. Rien ne vous oblige à revenir chaque jour. Vous avez une vie, des obligations. » Pierre fixa la flamme bleutée du réchaud, puis la regarda. « J'avais une vie. Maintenant, j'ai un choix. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix plus douce, presque inaudible, « Et qu'est-ce que vous choisissez ?» Il mit quelques secondes à répondre. « Je choisis d'être ici. » Elle le regarda longuement, comme pour s'assurer qu'il disait vrai. Et dans ce regard, il lut une acceptation nouvelle, un abandon de cette réserve farouche qui la protégeait depuis des mois. Les jours suivants, ils organisèrent ensemble une sorte de roulement. Pierre emmenait les enfants marcher pendant qu'Élodie dormait un peu, roulée sous plusieurs couvertures. Il nettoyait les vêtements, réparait des objets, improvisait des solutions à 1000 petits problèmes logistiques. Ils devinrent une équipe, un binôme silencieux, soudé par la nécessité et par quelque chose d'encore plus fort, la naissance d'un lien qui défiait toute logique sociale. Il ne lui parlait plus d'avocat, ni de solution légale. Il savait qu'elle devait en venir elle-même à cette décision. Il se contentait d'être là, chaque jour, fidèle et discret, une présence constante dans un monde instable. Un matin, alors qu'il arrivait plus tôt que d'habitude, il trouva Élodie en train de leur chanter une berceuse. Sa voix était rauque, un peu cassée, mais les mots étaient tendres, murmurés à mi-voix. Elle ne s'arrêta pas en le voyant. Elle continua de chanter jusqu'à la fin. Et ce matin-là, Pierre comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un choix. C'était devenu sa réalité. Une vie parallèle, inattendue, mais profondément vraie. Il ne fallut pas longtemps pour que l'équilibre fragile que Pierre et Élodie avaient réussi à bâtir soit menacé par une réalité extérieure, brutale, indifférente à la subtilité des liens humains. Cela commença par une photo. Une image floue, prise de loin, montrant un homme en manteau de laine assis sur un trottoir, tenant un bébé dans les bras, avec une jeune femme en arrière-plan, emmitouflée, le regard tourné ailleurs. Le cliché fit le tour des réseaux sociaux qu'en quelques heures, d'abord comme une curiosité, puis comme un scandale. Le prince de l'hôtellerie assis dans la rue avec des sans-abri. Que fait Pierre Delaunay avec une inconnue et 3 enfants dans un quartier populaire? Les spéculations allèrent bon train. Certains y virent une action humanitaire, d'autres une romance sulfureuse. Certains crièrent à la mise en scène, d'autres au sauveur moderne. Le nom Delaunay devint tendance sur les moteurs de recherche, mais pour toutes les mauvaises raisons. Le lendemain matin, Pierre fut réveillé par une avalanche d'appels manqués, de messages inquiets et de courriels aux objets en lettres capitales. Son père, habituellement distant, avait laissé 3 messages vocaux. Sa mère, plus habituée à gérer les apparences qu'à comprendre les enjeux, lui écrivait pour lui demander s'il avait perdu la tête. Les directeurs de la chaîne hôtelière convoquèrent une réunion d'urgence. Même des amis qu'il ne voyait plus depuis des années prenaient soudain de ses nouvelles, non pas par inquiétude réelle mais par curiosité, par besoin de participer au feuilleton qui se jouait en place publique. Pierre tenta d'ignorer l'agitation. Il se rendit dans la ruelle comme à son habitude, mais cette fois, il prit des détours, évita les rues trop fréquentées. Lorsqu'il arriva, Élodie l'attendait déjà. Elle avait vu la photo. Quelqu'un lui avait montré sur un téléphone dans un centre de jour. Elle ne cria pas, ne le repoussa pas. Mais son regard avait changé. Une dureté nouvelle y brillait. « Tu as parlé de nous ?» demanda-t-elle. « Jamais, répondit-il sincère. Alors quelqu'un d'autre l'a fait? Quelqu'un qui t'a vu, qui t'a reconnu ?» Pierre s'assit lentement. Il voulait expliquer, rassurer, mais il sentait que les mots ne suffiraient pas.
Elle n'avait pas besoin de promesses. Elle avait besoin de sécurité. Et cette sécurité venait de voler en éclats. « On doit trouver une autre cachette, dit-elle. Cet endroit n'est plus sûr. Si la police débarque, je ne pourrai rien faire. Ils me les prendront. Je vais t'aider. J'ai des amis qui peuvent... » « Tes amis ?» répéta-t-elle, ironique. « Ce sont eux qui ont pris cette photo? Tes amis qui parlent aux journalistes, qui te traquent dans la rue ?» Pierre se tut. Elle avait raison. Il n'avait pas pensé à ça. À quel point son monde et le sien étaient incompatibles. Sa simple présence suffisait à attirer l'attention. Et cette attention, elle, était une menace. Le soir même, il fut convoqué chez ses parents. L'appartement haussmannien de Tussauds. L'avenue Foch n'avait pas changé. Ni la lumière feutrée, ni les meubles choisis avec goût, ni les regards accusateurs. « Tu te rends compte de ce que tu fais subir à notre nom ?» lança son père sans détour. « C'est inadmissible », ajouta sa mère. « Tu t'affiches dans la rue avec une vagabonde et des enfants dont on ne sait rien. On parle de trafic, d'enlèvement. Tu entaches l'image de la famille. Tu veux nous détruire, Pierre ? Tu veux saboter tout ce que nous avons bâti pendant 3 générations ?» Il tenta d'expliquer. Il parla d'Élodie, de sa force, de sa dignité. Il évoqua les enfants, leur douceur, leur besoin de stabilité. Mais il comprit vite que rien ne passerait. Pour eux, il ne s'agissait pas d'humains, mais de problèmes, d'obstacles à la préservation de leur réputation. Ils ne voyaient pas une femme courageuse ni 3 enfants vulnérables. Ils voyaient un scandale. « Nous avons contacté un cabinet de crise », annonça son père. « Ils vont gérer cette histoire. On a besoin que tu coopères. Tu dois publier un communiqué. Dire que c'était un malentendu, une action isolée, que tu as été manipulé. » Pierre se leva, le cœur battant. Il regarda tour à tour ses parents, puis se dirigea vers la porte. « Je ne dirai rien, et je ne vous laisserai pas les salir pour sauver votre image. » Il claqua la porte sans se retourner. De retour chez lui, il alluma la télévision. Le sujet faisait déjà l'ouverture des journaux. Les images défilaient, lui assis sur le trottoir, Élodie, floutée mais identifiable, les enfants, couverts de dessins animés flous pour préserver une illusion de respect. Un débat faisait rage sur les plateaux. Jusqu'où peut-on aller pour aider? À quel moment l'assistance devient-elle complicité? Certains experts exigeaient l'intervention des services sociaux. D'autres réclamaient des explications. Pierre, spectateur de sa propre vie déformée, éteignit l'écran. Le lendemain, Élodie n'était plus à la ruelle. Le coin était vide, les couvertures parties, le parapluie disparu. Il resta là, figé, cherchant le moindre indice. Rien, pas un mot, pas une trace. Il comprit alors qu'elle avait fui pour les protéger, fui loin de lui, de sa notoriété, de son monde devenu trop dangereux. Et dans le vide laissé par son absence, Pierre sentit pour la première fois la morsure de l'impuissance. Le vide laissé par la disparition d'Élodie frappa Pierre avec une violence inattendue. Pendant des jours, il sillonna les rues du 11e arrondissement, scrutant chaque recoin, interrogeant les commerçants, tendant l'oreille aux murmures des sans-abri qu'il croisait. Il retourna dans les centres d'accueil de jour, glissa des questions aux travailleurs sociaux sans trop insister, tentant de ne pas attirer l'attention. Mais rien, aucune trace d'elle, aucun signe des enfants. Elle s'était évaporée, comme si leur lien, si solide quelques jours auparavant, n'avait été qu'un mirage. Ce n'était pas une simple disparition. C'était une cassure, brutale, définitive. Pierre ne mangeait plus, il ne dormait presque pas. Son appartement lui paraissait immense, grotesque, ridicule. Il passait des heures à fixer la rue depuis sa fenêtre, comme s'il pouvait la faire réapparaître par la seule force de sa volonté. Le silence de son téléphone était assourdissant. Même les médias, un temps obsédés par le scandale, s'étaient lassés et étaient passés à autre chose. Il ne recevait plus d'appels de sa famille, seulement des messages froids de son conseiller juridique l'incitant à clarifier sa position publiquement. Il les ignorait tous. Une semaine passa ainsi. Puis un matin, il reçut une visite inattendue. Une femme en tailleur sombre, la quarantaine, les cheveux tirés en chignon strict, se présenta à sa porte. Elle dit s'appeler Madame Lemoine, assistante sociale au sein du service de protection de l'enfance. Elle avait été contactée de manière anonyme par une personne affirmant connaître la situation de 3 enfants en danger, hébergés de manière illégale par une femme dans un immeuble désaffecté près de la gare de Lyon. Lemoine affirma avoir retrouvé les enfants et la femme,
Pierre sentit son souffle se couper. « Où est-elle » demanda-t-il, la gorge nouée. « Dans un foyer temporaire. Les enfants ont été confiés à un service d'urgence. Ils seront placés dans des structures distinctes dès demain, le temps de déterminer leur statut juridique. »« Non » dit-il immédiatement. « Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur, Delaunay, cette femme n'a aucun droit sur eux. Elle n'a aucun lien légal. Et elle les a dissimulés aux autorités pendant plus de 3 mois. C'est déjà un miracle qu'elle ne soit pas poursuivie. Elle les a sauvés. Peut-être. Mais nous ne pouvons pas bâtir un système sur des exceptions morales. Il faut respecter les protocoles. » Pierre n'écouta pas la suite. Il enfila une veste, prit ses clés et quitta son appartement sans attendre. Il se rendit au foyer mentionné, un bâtiment impersonnel coincé entre 2 entrepôts. Là, il dut insister, user de son nom, mentir même, pour qu'on l'autorise à la voir. Elle était dans une salle froide, assise sur une chaise de plastique. Elle avait l'air plus maigre, plus pâle, mais ses yeux n'avaient pas changé. Quand elle le vit, elle ne sembla ni surprise, ni soulagée, seulement fatiguée. « Je suis désolé, dit-il d'emblée. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas ta faute. Je savais que ça finirait comme ça. Je voulais juste gagner un peu de temps. » Il s'approcha, s'assit en face d'elle. « Ils vont les séparer. » Elle ne répondit pas. Il vit ses mains se crisper légèrement, mais son visage resta impassible. « Je ne vais pas les laisser faire, » dit-il. « Je vais me battre. Pour toi. Pour eux. » Elle sourit, un sourire triste, las. « Tu es un homme bien, Pierre. Mais tu ne peux pas lutter contre tout un système. Ce n'est pas un tribunal que tu vas affronter. C'est une machine. » Il posa sa main sur la sienne. « Alors je vais faire du bruit. Je vais médiatiser cette affaire, engager un avocat, déposer un dossier, prouver que tu as pris soin d'eux, que tu n'es pas une criminelle. » Elle le regarda longuement comme si elle cherchait à deviner jusqu'où il serait prêt à aller. « Et si ça échoue ?» demanda-t-elle. « Alors au moins, ils sauront. Toute la France saura. Ils ne pourront plus te traiter comme une délinquante. Tu deviendras un symbole. Et eux ne seront plus invisibles. » Elle baissa les yeux. Une larme coula, silencieuse, qu'elle n'essuya pas. « Je n'ai plus la force, murmura-t-elle. Mais si tu en as, alors vas-y. Pour eux. » Il se leva. « Je te le promets. » Le lendemain, Pierre convoqua une conférence de presse. Il fit appel à un avocat médiatique, Maître Chevillon, spécialiste des droits de l'enfance. Il déposa une requête d'urgence au tribunal de grande instance pour suspendre le placement des enfants et ouvrir une enquête sur leur abandon initial. Il mobilisa ses contacts dans les médias, raconta l'histoire depuis le début, sans farde. Il ne chercha pas à se dédouaner. Il parla d'Élodie avec respect, d'elle comme d'une femme courageuse, lucide, résistante. Il insista sur la protection qu'elle leur avait apportée, sur les soins, l'attention, la stabilité. Le dossier fut relayé par la presse nationale. Les réseaux sociaux se réactivèrent. Cette fois, l'opinion semblait favorable. Des voix s'élevèrent pour demander justice. Des associations prirent position. Des personnalités soutinrent la cause. La pression devint telle que le juge accepta de suspendre temporairement les placements jusqu'à l'examen complet du dossier. Les enfants furent confiés à une structure intermédiaire, sous surveillance mais ensemble. Pierre alla voir Élodie le jour même. Quand il entra dans la salle, elle le regarda en silence. Il s'approcha, sortit un dossier de son sac et le posa devant elle. On a gagné un peu de temps. Elle prit le dossier, l'ouvrit, découvrit les photos, les certificats médicaux, les témoignages que Pierre avait collectés, une épaisse pile de preuves de son engagement, une vie reconstituée sur du papier. Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, elle pleura devant lui, sans retenue. Il ne dit rien. Il s'approcha simplement et la prit dans ses bras. Parce que cette fois, il n'y avait rien à expliquer, rien à promettre. Il venait simplement de faire ce que personne n'avait jamais fait pour elle. Croire. Le combat judiciaire que Pierre lança en défense d'Élodie et des enfants devint rapidement une bataille symbolique, bien au-delà de son cercle personnel. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme riche, s'alliant à une femme, sans abri pour sauver 3 enfants abandonnés. C'était devenu le récit d'un affrontement entre 2 visions du monde, celle d'un système rigide, obéissant à des normes impersonnelles, et celle d'un acte humain profond, instinctif, irréductible aux lois froides. Chaque jour apportait une nouvelle étape, un nouveau défi, une nouvelle tension. Maître Chevillon, l'avocat de Pierre,
structura la défense autour de 3 axes fondamentaux. La compétence manifeste d'Élodie dans les soins apportés aux enfants, la carence des institutions au moment de leur abandon et l'attachement profond formé entre les enfants et leurs protectrices. Il fit appel à des experts en psychologie de l'enfance, à des médecins, à des travailleurs sociaux qui avaient vu Élodie interagir avec les petits. Tous témoignèrent de son dévouement, de sa stabilité affective, de l'environnement protecteur qu'elle leur avait offert, malgré les conditions extrêmes. Pierre, de son côté, mobilisait tout ce qu'il avait appris de ses années dans l'univers des affaires. Stratégie, communication, persuasion. Il donna des interviews choisies, organisa des tribunes dans des journaux influents, rencontra des parlementaires sensibles à la cause des enfants sans famille. Chaque apparition publique devenait une déclaration d'intention. Il ne s'agissait plus de restaurer son image personnelle, mais de mettre en lumière une faille dans le système. Son discours n'était jamais larmoyant ni accusateur. Il parlait avec une clarté implacable, toujours centrée sur les faits, sur les enfants, sur Élodie. Le procès se tint à huis clos, dans une salle austère du tribunal de Paris. Élodie, assise droite sur le banc des défendeurs, portait une robe simple que Pierre avait fait préparer. Elle semblait plus forte que jamais, son visage fermé, ses mains posées calmement sur ses genoux. Lorsqu'on lui demanda de raconter son histoire, elle le fit sans trembler. Elle décrivit la nuit de la découverte à la station Oberkampf, les premiers jours de panique, les pleurs incessants, les couches à changer avec des chiffons, les repas improvisés, les nuits passées éveillées, veillant sur 3 âmes, sans « non ». Elle ne chercha pas à se faire plaindre. Elle relata les faits dans une langue simple, sans détour, et dans cette honnêteté crue, le tribunal entier sembla retenir son souffle. Puis ce fut au tour de Pierre. Il expliqua comment il l'avait rencontrée, les jours passés à l'écouter, à la voir agir avec patience et tendresse. Qu'il raconta ce qu'il avait appris sur lui-même en la côtoyant, comment elle avait révélé chez lui une humanité qu'il croyait perdue. Il parla des enfants, de leurs regards, de la confiance qu'ils avaient placée en Élodie, de leur peur, lorsque les agents sociaux avaient tenté de les séparer. Il termina en affirmant sans emphase ce que cette femme a fait, aucun service public ne l'a fait à temps. Elle n'a pas seulement pris soin de ses enfants, elle les a empêchés de mourir de solitude. La procureure, une femme rigide, tenta de faire valoir que l'intention ne suffisait pas à effacer l'illégalité de l'acte. Elle évoqua les dangers du précédent, la nécessité de respecter les procédures. Mais ses arguments résonnaient, creux déconnectés de la réalité palpable dans la salle. Même le juge, un homme connu pour son impartialité stricte, semblait troublé. Au terme de plusieurs jours d'audience, le tribunal prononça une décision provisoire. Élodie ne serait pas poursuivie pénalement. Les enfants ne seraient pas séparés. Une mesure de garde partagée sous supervision serait mise en place, le temps d'une évaluation complète. Pierre serait reconnu comme garant secondaire, permettant à Élodie de conserver la garde sous condition d'un accompagnement par un éducateur référent. La nouvelle fit l'effet d'un tremblement dans l'opinion publique. Des articles saluèrent la décision comme un acte de justice véritable. D'autres la critiquèrent, craignant une dérive. Mais pour Pierre, rien de tout cela ne comptait. Il ne lisait plus les journaux, il ne regardait plus les débats. Il n'avait qu'un but, reconstruire une vie, pierre par pierre. Dans les jours qui suivirent le jugement, Pierre renonça publiquement à sa place au conseil d'administration de l'Empire hôtelier Delaunay. Il annonça qu'il cédait ses parts à une fondation à but non lucratif qu'il venait de créer, dédiée à la protection des mères et enfants en situation de rue. Il proposa à Élodie d'en être la cofondatrice. Elle refusa d'abord, doutant d'avoir une légitimité quelconque, mais il insista, non par charité, mais parce qu'il savait qu'aucune institution ne serait plus légitime qu'elle pour comprendre et agir. Ils signèrent ensemble l'acte de création, dans un petit bureau prêté par un ancien avocat de Pierre. Il n'y eut pas de grande cérémonie, pas de conférence de presse, juste un document, quelques signatures et un regard échangé, lourd de sens. Ce jour-là, pour la première fois depuis des mois, Pierre ressentit une forme de paix. Non pas celle des batailles gagnées, mais celle, plus rare, des batailles justes. Lorsque Pierre annonça officiellement son retrait de la direction de l'Empire hôtelier Delaunay, le monde des affaires parisien trembla. L'homme que beaucoup voyaient comme l'héritier idéal, le garant de la tradition familiale,
venait de tourner le dos à un avenir tout tracé, à des milliards en jeu, à des décennies de pouvoir soigneusement transmis. Mais pour lui, ce choix ne fut ni impulsif, ni théâtral. Il fut une conséquence naturelle, presque inévitable, de ce qu'il avait vécu dans cette ruelle du 11e arrondissement, de ce qu'il avait découvert en regardant Élodie s'occuper des enfants avec une force tranquille et une dignité à toute épreuve. La conférence de presse qu'il organisa fut sobre, sans faste, sans décor inutile. Il s'y présenta sans cravate, vêtu d'une chemise simple et d'un pull sombre. Il parla calmement, avec assurance. Il raconta l'histoire depuis le début, sans détourner les faits, sans chercher à se justifier. Il raconta la première fois qu'il avait vu Élodie, l'impression que cette femme assise sur un trottoir, entourée de 3 enfants endormis, avait provoqué en lui. Il évoqua le regard direct qu'elle avait posé sur lui, sans jugement, sans attente. Il parla de son cheminement intérieur, de la déconstruction progressive de tout ce qu'il croyait savoir sur le monde, sur les priorités, sur la famille. Puis il annonça la création de la Fondation Horizon, un organisme destiné à soutenir les mères et les enfants en situation d'errance, à financer des structures d'accueil dignes, à offrir une alternative humaine à la froideur des dispositifs administratifs. Il précisa que la cofondatrice en serait Élodie Morel, qu'il présenta comme une femme d'une intelligence rare, d'un courage silencieux et d'une expérience que nul diplôme ne saurait égaler. Le silence dans la salle fut total lorsqu'il prononça son nom. Certains journalistes baissèrent les yeux, d'autres gribouillaient nerveusement sur leur carnet. Pierre conclut par une phrase qui resta longtemps reprise dans les médias et sur les réseaux sociaux. « On m'a appris à construire des empires. Elle m'a appris à bâtir un foyer. » Les réactions furent immédiates. Dans les cercles économiques, on parla de trahison, de folie, d'une crise personnelle mal gérée. Chez les Delaunay, ce fut la consternation. Son père lui envoya une lettre sèche, le qualifiant de romantique irresponsable. Sa mère, plus subtile, tenta de l'amadouer par des arguments affectifs, en évoquant l'héritage, le nom, les souvenirs. Mais Pierre ne fléchit pas. Il avait choisi une autre forme de fidélité, une loyauté envers ce qu'il savait désormais essentiel. De son côté, Élodie reçut la nouvelle avec stupeur. Lorsqu'il vint la voir après la conférence, elle était assise dans leur nouvel appartement, un petit logement de 2 pièces à Montmartre, prêté par un ami journaliste. Les enfants dormaient, alignés sur un grand matelas posé au sol. Elle l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle resta un long moment silencieuse. Puis, d'un ton à la fois admiratif et inquiet, elle murmura « Tu as brûlé tous tes ponts. » Il haussa les épaules. Ils n'étaient pas en pierre, juste en apparence. Elle soupira. « Tu ne peux pas tout changer. »« Non, mais je peux commencer quelque part. Avec toi. » Elle baissa les yeux. Il n'y avait plus de barrières entre eux, plus de prudence, plus de distance. Mais il subsistait la conscience aiguë que rien ne serait simple. Ils n'étaient pas dans un conte de fées. Ils étaient dans une reconstruction. Un chantier fragile, incertain mais réel. Dans les jours qui suivirent, la Fondation Horizon commença à prendre forme. Pierre et Élodie reçurent des centaines de messages, de femmes en détresse, de travailleurs sociaux épuisés, de citoyens désorientés mais solidaires. Ils embauchèrent une petite équipe, composée en majorité de personnes ayant elles-mêmes connu la rue ou l'exclusion. Élodie insista pour que chaque décision passe par une consultation avec les premières concernées. Elle voulait que ce soit un lieu vivant, incarné, et non une façade de plus. Pierre l'observait souvent en silence, admiratif. Elle parlait peu, mais chaque mot portait. Elle posait des questions que personne ne posait dans les conseils d'administration. Elle demandait « Est-ce que cette décision crée un lien? Est-ce qu'elle répare quelque chose ?» Et c'était toujours ce qui comptait le plus pour elle, réparer. Pas en grand, pas en spectaculaire. Réparer à taille humaine. Un soir, ils reçurent une invitation à une émission de télévision, une grande chaîne, un plateau national. Élodie refusa catégoriquement. Pierre respecta son choix. À la place, ils enregistrèrent une vidéo simple dans leur appartement. Elle y parlait face à la caméra, les mains posées sur ses genoux, les yeux francs. Elle disait « Je n'ai pas sauvé ces enfants. Ils m'ont gardée vivante. Ils m'ont empêché de me perdre. » La vidéo fut vue des millions de fois, non pas pour son style, mais pour sa vérité.
Les jours devinrent des semaines. Les 10 ans, semaines, des mois. Leur vie était modeste, parfois chaotique, souvent épuisante, mais elle était pleine. Les enfants grandissaient, riaient, se disputaient. Ils avaient désormais des noms. Un médecin les suivait régulièrement. Une assistante sociale venait 2 fois par semaine. Et dans ce quotidien fait de couches, de dossiers, de réunions et de lessives, Élodie et Pierre bâtissaient un foyer, un vrai. Non pas fondé sur les conventions, mais sur un pacte tacite, celui de ne jamais abandonner. Les saisons commencèrent à se succéder, marquant une nouvelle cadence dans la vie de Pierre et Élodie. La Fondation Horizon, née d'une révolte intime et d'un geste de foi, se consolidait lentement, trouvant ses premières structures, ses premières familles soutenues, ses premières victoires discrètes. Mais ce n'était pas la Fondation qui occupait le centre de leur monde. Ce qui les tenait ensemble, ce qui les nourrissait jour après jour, c'était cette cellule fragile, née sur un trottoir, et désormais logée dans un petit appartement à Montmartre. Eux deux, les 3 enfants, et ce lien indéfinissable tissé entre gratitude, confiance et silence. Leur appartement était modeste. 2 pièces à la peinture écaillée, des meubles dépareillés, une cuisine minuscule dont le four ne fonctionnait qu'à moitié. Mais il y régnait une chaleur que Pierre n'avait jamais connue dans les vastes résidences de son enfance. Ici, chaque mètre carré était habité. Les murs étaient décorés de dessins maladroits, de photos prises avec un vieil appareil trouvé dans une brocante, de mots griffonnés par les enfants avec leurs lettres encore tremblantes. Les rires s'y mêlaient aux cris, les odeurs de soupe à la lessive, les disputes au jeu. Élodie avait pris en main le quotidien avec une efficacité naturelle. Elle organisait les repas, les bains, les vêtements, tout en coordonnant les premières missions de la Fondation. Pierre, lui, apprenait encore à changer une couche sans catastrophe, à calmer une crise de larmes sans crier lui-même, à préparer un petit déjeuner avec 3 enfants tournant autour de ses jambes. Il s'étonnait chaque jour de la patience qu'il découvrait en lui, d'une douceur qu'il ne soupçonnait pas posséder. Il ne s'agissait pas d'une transformation spectaculaire, mais d'une mue lente, organique, ancrée dans les gestes du quotidien. Les nuits étaient souvent courtes. Un enfant malade, un cauchemar, une dent qui pousse. Mais dans ces veilles imposées, dans ces heures volées au sommeil, ils parlaient. Couchés côte à côte, les voix basses, ils se racontèrent des souvenirs, des peurs, des regrets. Élodie lui confia un jour qu'elle avait longtemps rêvé de devenir mère, avant de renoncer à cette idée par pure survie. Elle ne voulait pas transmettre une existence brisée. Pierre lui avoua qu'il n'avait jamais su ce qu'était un foyer, qu'il avait toujours confondu amour et approbation et que les enfants lui apprenaient à aimer sans condition. Ils n'étaient pas un couple au sens traditionnel. Ils n'y avaient ni promesse, ni bague, ni déclaration solennelle. Mais tout en eux respirait l'union, le partage du lit, des charges, des silences. La manière dont leurs regards se croisaient lorsqu'un des enfants riait fort. La main qu'elle posait sur son épaule quand il s'énervait. Le souffle qu'il retenait lorsqu'elle semblait fatiguée au point de tomber. Il n'y avait pas de plan d'avenir, mais une présence constante, une certitude au jour le jour. Et ils étaient là, ensemble. La Fondation avançait. Élodie s'était imposée comme une figure atypique mais incontournable dans le paysage associatif. Elle parlait peu lors des réunions, mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle recentrait le débat sur l'essentiel. Pas les budgets, pas les tableaux, mais les vies. Les mères qui dormaient dans leur voiture, les enfants qui ne mangeaient qu'à l'école, les femmes qui n'osaient plus parler par peur de perdre la garde de leurs petits. Elle refusait les honneurs, les photos, les conférences. Elle voulait agir, pas représenter. Pierre, lui, jouait les intermédiaires, les relais, les soutiens logistiques. Il écrivait les discours mais n'en prononçait aucun, sans les lui faire valider. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes formaient un tapis doré sur les pavés de leur quartier, ils sortirent tous ensemble au parc des Buttes Chaumont. Les enfants couraient en riant, se poursuivant autour des bancs. Élodie et Pierre s'étaient assis l'un à côté de l'autre, regardant la scène avec une fatigue heureuse. Elle tourna vers lui un visage calme. « Tu crois que ça peut durer ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il observa les enfants, leurs jambes potelées, leurs cheveux en bataille, leurs cris pleins de vie. Puis il la regarda. « Je ne sais pas, mais je veux que ça dure. » Elle hocha la tête. C'était suffisant. De retour à l'appartement, alors qu'il aidait à ranger les chaussures,
Pierre tomba sur un vieux sac appartenant à l'un des Tajsedich, enfant. Il ne savait plus lequel. En l'ouvrant, il sentit un petit objet dur au fond. Il fouilla et en sortit une enveloppe pliée, jaunie par le temps. Elle était fermée, sans adresse. Dessus, quelques mots tremblants écrits à la main. « Si quelqu'un trouve ceci, je vous en supplie. » Il appela Élodie. Ensemble, ils ouvrirent la lettre. Les mots qu'ils y découvrirent bouleverseraient à jamais leur compréhension de ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais ce moment appartenait encore au futur. Pour l'heure, ils se contentèrent de se regarder bouleversés, la feuille à la main dans ce petit appartement éclairé par une lampe bancale au milieu des jouets éparpillés. Parce que parfois, la vie se reconstruit ainsi, entre deux biberons, un sourire d'enfant et une lettre oubliée. La lettre tenue entre les doigts tremblants de Pierre semblait peser plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté. Elle n'était qu'un morceau de papier jauni et froissé, au bord déchiré, mais elle renfermait une voix longtemps tue, enfin trouvée. Élodie la prit avec précaution, la posa sur la table, et ensemble, dans le silence attentif du salon, au milieu des bruits légers des enfants jouant dans la pièce voisine, ils commencèrent à lire. L'écriture était maladroite, faite à la hâte, comme si chaque mot avait été arraché de l'âme de celle qui les avait tracés. « Si quelqu'un trouve ceci, je vous en supplie, prenez soin d'eux. Ils sont trois, mes trésors, mes douleurs, mes raisons. Je n'ai rien à leur offrir sinon cette chance. Que quelqu'un d'autre les aime à ma place. Je n'ai plus de toit, plus de force, plus de voix. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais je n'y arrive plus. Ils méritent mieux. Que la peur. Mieux que la faim, mieux que moi. Ils s'appellent Tania, Malik et Lou. Dites-leur un jour que leur mère les a aimés plus que tout. » La voix était celle d'une femme jeune, probablement très jeune, acculée à un choix inhumain. L'abandon n'était pas un acte de fuite, mais un cri d'amour, un dernier geste de protection dans un monde qui n'avait rien offert d'autre. Que l'indifférence. Pierre resta figé après la lecture, les mots tournant dans son esprit comme une prière muette. Élodie, elle, ne pleurait pas. Elle avait le regard vide, fixé sur un point indéfini, comme si elle réentendait chaque syllabe résonner dans un coin lointain de son passé. Elle ne voulait pas fuir, murmura-t-elle. Elle voulait qu'il vive. Pierre hocha la tête. Il se leva, prit la lettre avec précaution et la rangea dans une pochette transparente qu'il glissa dans un tiroir à part, loin des papiers administratifs, des documents juridiques. Ce n'était pas une pièce à verser au dossier. C'était une mémoire à préserver. Dans les jours qui suivirent, la lettre devint un secret partagé entre eux. Ils décidèrent de ne pas la montrer aux enfants. Pas encore. Ils étaient trop jeunes pour comprendre le poids de ces mots, trop fragiles pour porter une vérité qui exigeait du temps, de la maturité, peut-être même une douleur apaisée. Mais elle modifia quelque chose de subtil dans leur manière de les regarder. Désormais, chaque geste de tendresse, chaque soin, chaque étreinte portait l'écho de ce message silencieux. Aimer devenait aussi un hommage, une fidélité envers une femme qu'ils ne connaissaient pas, mais qui, par ce seul acte, avait confié sa vie. Un matin, alors qu'ils étaient dans la cuisine, Anya, la plus âgée, s'approcha d'eux et demanda d'une voix douce « Pourquoi je suis ici ?» Élodie se pencha, lui caressa les cheveux et répondit sans hésitation « Parce que tu es aimée et que quelqu'un a cru que tu méritais une vraie vie. » Cette réponse simple suffit. L'enfant sourit et repartit jouer, insouciante. Mais pour Pierre et Élodie, ce moment marqua une inflexion. Ils savaient qu'un jour viendrait où il faudrait tout dire. Mais ils comprenaient aussi que l'essentiel n'était pas dans les origines, ni dans le sang, mais dans le présent qu'ils construisaient chaque jour avec patience et tendresse. Pierre, qui n'avait jamais pleuré depuis l'enfance, se retrouva un soir seul dans la pièce des enfants, à genoux devant les trois lits. Il regardait leurs visages endormis, la respiration paisible, les doigts repliés autour de peluches, fatigués. Il sortit la lettre de sa poche, la relut une fois encore, puis, la voix tremblante, lut à voix haute les mots de cette mère inconnue, comme s'il voulait les faire entrer dans l'air, les imprimer dans la nuit. « Anya, Malik, Lou, vous avez été aimés avant nous, et vous l'êtes encore. » Et alors, dans cette obscurité pleine de chaleur, les larmes vinrent, des larmes silencieuses, longues, libératrices, non de douleur, mais de reconnaissance. Il comprit que le lien qu'ils partageaient ne venait pas du sang ni des actes, mais du courage de rester, de ne pas fuir, de regarder l'autre même au plus profond de la chute et de dire « Je suis là ». Dans les mois qui suivirent,
La vie reprit son cours, avec ses chaos, ses rires, ses nuits blanches. Mais tout avait changé. Non dans la forme, mais dans le fond. Pierre n'était plus l'héritier d'un empire. Élodie n'était plus une ancienne sans-abri. Ensemble, ils étaient devenus les gardiens d'un amour né dans le dénuement, d'un lien que rien n'aurait dû permettre, mais que tout avait rendu possible. Et chaque jour, lorsqu'ils refermaient la porte de leur petit appartement de Montmartre, ils savaient qu'ils entraient non dans un simple lieu de vie, mais dans une histoire plus grande qu'eux. Une histoire faite de choix, de silence, de gestes infimes. Une histoire d'amour qui avait commencé sur un trottoir, dans une ruelle oubliée, et qui, contre toute attente, ne finirait pas,